Conakry, 6 août 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Un hélicoptère de l'armée guinéenne s'est abîmé au large de Kaloum avec à son bord 2 membres d'équipage. Les opérations de recherche se poursuivent. Au sommaire encore, analyse diagnostique des chaînes d'approvisionnement des intrants agricoles. La question est un débat ici à Conakry. Elle regroupe les ex-consultants de la CEDEAO et des acteurs agricoles de la sous-région. La commission intergouvernementale Guinée-Russie vient de se tenir à Moscou. Les deux parties ont échangé sur la mise en œuvre des projets en cours et sur les nouvelles propositions à étudier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur une série de décrets du chef de l'État. Décret D 2019-230 PRG SGG portant statut de la Société électricité de Guinée EDG SA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. L'entreprise d'électricité de Guinée EDG est érigée en une société publique anonyme avec conseil d'administration doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Article 2. Le présent décret fixe les statuts de l'entreprise électricité de Guinée EDG SA. Article 3. EDG SA est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Énergie et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Article 4. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 août 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2019-0232 PRG SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société électricité de Guinée EDG SA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés au conseil d'administration d'électricité de Guinée EDG SA, conformément à l'article 13 des statuts de la dite société. Président du conseil d'administration, El Hadj Ousmane Ba, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. 2. Membre, El Hadj Mamadou Nassirou Diallo, conseiller à la présidence de la République. Monsieur Ibrahima Kamara, conseiller technique principal du Premier ministre. Monsieur Alseni Marie Kamara, juriste représentant le ministère de l'Énergie. Madame Bontorabi Yatara, secrétaire générale du ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Mamadouba Silla, secrétaire général du ministère du Budget. Monsieur Mamadou Bobo Diallo, directeur adjoint du Fonds de développement économique et social. Monsieur Sekou Ahmed Kamara, opérateur économique. Monsieur Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Monsieur Mamadi Kaba, audit, contrôle et inspection générale à EDG SA. Madame Sayon Samoura, chef service comptable, direction, distribution, EDG SA. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 août 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2019-231 PRG SGG portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République veut la Constitution en son article 69 alinéa 1,1, 2 et 4, vu la loi organique numéro L 2017 0030 AN du 4 juillet 2017 modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 091 15 CTRN du 23 décembre 1991 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 10. Décret. Article 1er.
L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire vendredi 9 août 2019 à 10 h. Article 2, l'ordre du jour de la session est le suivant. 1. Projet de loi de finances rectificative exercice 2019. 2. Projet de loi portant organisation générale de l'armée. Article 3. La présente session extraordinaire sera close dès épuisement de l'ordre du jour. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 août 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Dans l'actualité de ce soir, crash d'un hélicoptère de type écureuil de l'armée de l'air ce matin aux environs de 10 h au large de Kaloum avec 2 membres d'équipage à bord. Des opérations de recherche sont lancées pour les retrouver malgré les mauvaises conditions météorologiques. Mohamed de Camara, reportage. C'est aux environs de 9 h ce mardi qu'un hélicoptère militaire s'est abîmé en mer au large Kaloum, juste derrière ce complexe hôtelier. 2 personnes dont le commandant de bord étaient dans cet appareil de type écureuil. Les premiers témoignages parlent de mauvaises conditions météorologiques. J'étais sous la case qui se trouve là avec un collègue. On était en train de prendre notre café et il y a une forte pluie qui s'abattait, une très forte pluie. Et soudainement, j'ai aperçu un hélicoptère vert, de couleur verte, qui quittait du côté de Onomu, hôtel, et qui venait par là. D'habitude, on voit cet hélicoptère. Mais aujourd'hui, il venait pratiquement droit sur nous. Et tout de suite, mon collègue qui faisait dos, je l'ai alerté, je lui ai dit « Ah, il y a l'hélicoptère qui vient vers nous ». Soudainement, à 2, on s'est levé et il a changé de trajectoire. Il est venu par là, mais il descendait à une basse altitude. On avait même cru qu'il allait faire un crash sur le goudron. Je crois 20 minutes après, on est venu nous dire que l'hélicoptère est tombé dans l'eau. Il y a des habitants qui étaient dans les immeubles et à l'hôtel même qui ont vu l'avion tanguer avant de piquer du nez dans la mer. Donc ce qui est confirmé, c'est que le crash est confirmé et maintenant des recherches ont été entreprises. La marine s'est impliquée fortement, la gendarmerie et même les piroguiers sont venus, des scaphandriers aussi ont prêté leur service et nous pensons que dans les heures qui viendront, nous serons situés sur ce qui s'est réellement passé. Juste A préciser que les recherches sont en cours, un poste de commandement est mis en place, il est constitué des forces de défense et de sécurité ainsi que des spécialistes impliqués dans la gestion maritime. Et puis à propos de ce communiqué de la Défense nationale, le ministère de la Défense nationale a le regret d'informer que le 6 août 2019, aux environs de 10h40, un hélicoptère de type écureuil de l'armée de l'air guinéenne s'est abîmé au large de Conakry avec 2 membres d'équipage. La marine nationale s'est immédiatement déployée sur les lieux pour mener les recherches avec une équipe de plongeurs sauveteurs. Ces recherches se poursuivent activement. L'inspection générale des forces armées guinéennes a ouvert une enquête de commandement pour déterminer les circonstances du vol et de l'accident. Le ministre de la Défense nationale, l'état-major général des armées ainsi que les forces de défense et de sécurité sont mobilisés à cet effet. Conakry, le 6 août 2019, directeur de cabinet général de brigade aérienne Sidi Yaya Kamara. Douleur et consternation après le symposium à l'université de Sonfonia, une délégation conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a accompagné la dépouille de Mamadou Bari, dans son village natal où il a été inhumé hier. Parents, amis et collaborateurs ont fait le déplacement. Francis Collier revient sur le film de la cérémonie. Les populations de Mamou reçoivent la dépouille mortelle de leur fils qui aurait pu être compté parmi les éminents jeunes enseignants-chercheurs de droit à l'étranger. Mais hélas, par un acte raciste, Dr Mamoudou Bari a été froidement abattu à Rouen en France le 19 juillet dernier.
Pour son inhumation à Boularia, dans la sous-préfecture de Douné, des prières ont été dites dans les grandes mosquées du centre-ville de Mamou et de Douné avant son village natal. Ils sont nombreux à effectuer le déplacement sur les lieux pour rendre un dernier hommage à ce père de famille de 31 ans. On ne pouvait pas penser qu'on aurait pu trouver un tel monde dans un village. C'est dire que c'est une forte personnalité, non seulement par son niveau intellectuel, mais surtout par son humanisme. Il se démontre maintenant que la vie, c'est d'abord une question de relations humaines. C'est une mort terrible pour nous tous, parce que non seulement il avait un cœur, c'était un battant, un vaillant fils de la Guinée et de l'Afrique, mais aussi il a atteint un niveau d'éducation qui n'est pas égalé partout, et surtout dans un domaine qui est très recherché. Donc ça fait une énorme perte pour nous, et c'est pour ça que le président, depuis l'annonce de cette mort tragique, nous a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires, non seulement en ce qui concerne le rapatriement du corps qui a été fait par notre ambassade à Paris, mais aussi la réception du corps à Conakry, le symposium à l'université de Sonfonia et le parcours à Mamou, à Douné, jusque dans son village ici. Les parents et amis de la Guinée, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad retiennent de Dr Mamoudou Bari son courage et son ouverture d'esprit. La douleur n'est pas ressentie que par la famille biologique de Mamoudou Bari. On l'aura constaté, ça a touché toute l'humanité, ça dépasse le cadre guinéen, africain et voire même européen. C'était quelqu'un qui avait une vision stratégique, une vision juridique, et il pensait qu'on pouvait changer la société par le droit. Et il a commencé à le faire, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a milité dans plusieurs think tanks comme Thinking Africa, l'Institut de recherche sur la paix, sur l'enseignement et sur la paix en Afrique, mais aussi la Ligue panafricaine Umoja. Avec le soutien du gouvernement, Dr Mamoudou Bari a reçu un enterrement digne de nom. Et je voulais remercier l'ensemble des autorités guinéennes, l'ensemble des membres de sécurité qui ont participé à nous aider, et tous les gens qui nous ont permis aujourd'hui que notre frère Mamoudou Bari soit enterré dignement. Et quand je vois tous les frères et toutes les sœurs qui sont là aujourd'hui, pour ça moi je pleure, mais c'est plus des pleurs de joie que de pleurs de tristesse. D'autres efforts sont en cours pour immortaliser le fils de Boularia et aussi soutenir la veuve et sa fille de 2 ans. Et puis à propos, voici le message du président de la République française à son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président, cher Alpha, c'est avec la plus grande émotion que j'ai appris la mort ce 20 juillet de l'enseignant-chercheur franco-guinéen Mamoudou Bari, victime d'une violente agression la veille à Canteleu, Normandie, où il vivait avec sa femme et sa fille de 2 ans. Né en 1988 à Conakry, Mamoudou Bari avait accompli un parcours universitaire d'excellence en Guinée puis en France, menant en parallèle de nombreux travaux de recherche salués par ses pairs. Naturalisé français en 2018, il venait de soutenir devant un jury franco-guinéen une thèse remarquée sur les politiques fiscales et douanières en Afrique francophone. Le procureur de la République s'est immédiatement saisi de l'affaire. Une information judiciaire a été ouverte pour violence ayant entraîné la mort avec caractère raciste. Dans ces circonstances douloureuses, je tiens à vous adresser ainsi qu'aux Guinéens de France mes plus sincères condoléances. Vous pouvez compter sur ma détermination à lutter contre le racisme et la xénophobie sous toutes leurs formes. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération, mon amitié, Emmanuel Macron, président de la République française. Autre chose au plan national, après les nouvelles inondations enregistrées le week-end dernier à Nongoa, dans la préfecture de Guékédou, une réunion d'urgence a été tenue. Des mesures sont annoncées pour déguerpir tous les occupants des abords du fleuve Bouya. Mohamed Lamine Camara est à Guékédou, reportage. Cela fait aujourd'hui 2 jours qu'il n'y a pas eu de grande pluie sur la ville de Guékédou.
ce qui a favorisé une baisse progressive du niveau de l'eau dans plusieurs ménages et cultures affectés. Par contre, des dégâts matériels sont considérables. À cause de l'effondrement des habitations, certaines familles trouvent refuge chez les voisins et d'autres se sont déplacées loin de leur localité. Face à cette situation inquiétante, la mission du ministère de l'administration du territoire et les autorités locales se concertent avec le comité préfectoral de gestion des catastrophes et les partenaires humanitaires. Objectif, évaluer l'ampleur des dégâts en vue de trouver des solutions idoines. Nous avons décidé ensemble de se rendre sur le terrain et prendre des informations véritables, réelles, et voir les dégâts qui ont été causés sur tous les plans. Il y a l'habitat, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, la pisciculture et autres domaines. Pendant les saisons des pluies, les inondations sont récurrentes à Guékédou. Sur les 21 quartiers que compose la commune, 17 sont souvent touchés. Les habitations les plus proches des abords du fleuve sont toujours les premières à payer lourdement les frais. De nouvelles mesures correctives conséquentes vont bientôt entrer en vigueur. J'ai demandé au quartier, à la commune, aux responsables à tous les niveaux, non seulement de s'investir et aussi des équipes techniques pour identifier les victimes de cette fois-ci, mais aussi nous avons demandé à tous les habitants des bâtiments qui sont intéressés par cette inondation de quitter provisoirement ces lieux. Au terme de cette rencontre, la chef de la mission du ministère de l'administration du territoire a annoncé l'arrivée des premières assistances que le gouvernement apporte aux sinistrés. Ce mardi, le premier camion sur les 3 annoncés est déjà sur place. L'heure est au débarquement du contenu de cette remorque pour les stocker dans ce magasin. L'ANAFIC 2019, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Nabi Youssoufo Kiridi Bangoura, vient de lancer les travaux de construction des infrastructures communautaires dans la préfecture du Koya. Le coût s'élève à 8 milliards de francs guinéens. La décentralisation du développement avance. Sankumba Doukouré, Aboubakar Junior Kamara. La joie s'empare des populations de Soumbouya, dans la préfecture de Koya. Ici, les travaux de construction des infrastructures communautaires sont lancés, avec un coût total de 7 milliards 600 millions de francs guinéens au compte de l'ANAFIC 2019. Des écoles, des centres de santé améliorés et des marchés sont entre autres projets choisis par les communautés. Des efforts qui concourent à leur développement conformément aux objectifs de l'Agence nationale de financement des collectivités. C'est un diagnostic communautaire qui est fait à la base et qui est remonté jusqu'à la commune. La mise en commun a été faite. On a fait la priorisation des actions et c'est ce qui nous a valu le choix de ces différents sites pour abriter les actions de l'ANAFIC. Les actions programmées cette année et qui sont financées par l'ANAFIC faisaient partie des attentes et des besoins cruciaux de nos populations à la base. Nous, autorités de la place, on se demandait comment combler ces attentes, comment résoudre ces besoins primaires qui étaient une nécessité fondamentale pour la vie et la survie de nos populations. Aujourd'hui, ces choses faites, hier c'était un rêve, c'est transformé en réalité grâce au président professeur Alpha Condé. 120 jours sont donnés à toutes les entreprises que les communautés elles-mêmes ont recrutées pour exécuter ces travaux. Elles s'engagent à l'unanimité à respecter ces délais et la qualité des travaux conformément au cahier des charges. 30% de l'avance de démarrage des travaux ont été payés à cette date. À présent, nous sommes sur la phase de démolition des bâtiments existants et l'installation du chantier. Parce que le délai, normalement, doit commencer à couler aujourd'hui. De la commune urbaine à la sous-préfecture de Manéya, en passant par les communes rurales de Kouria jusqu'à Wankifon, aucune localité n'est en marge de développement. Une décentralisation financière pour une gouvernance participative. C'est la raison d'affecter 15% des recettes minières aux collectivités locales du pays.
Un comité local de supervision des travaux est recommandé pour le respect des délais contractuels. Ils ont choisi des entrepreneurs qui connaissent. En plus, il est mis en place des comités d'éthique et de transparence qui permettent de suivre les travaux. Dans 3 mois, dans certains cas, dans 4 mois, dans d'autres, nous reviendrons tous ici pour les inaugurations. Mais l'administration ne restera pas là. Quand même, la préfecture et le gouvernorat de la région continueront à veiller sur la bonne exécution des marchés. Il y a l'ANAFIC aussi qui a une direction, un service suivi et évaluation qui veillera à ce que les délais soient respectés, que les qualités exigées soient respectées. Dans la préfecture de Koya, l'ANAFIC finance 13 actions de développement pour l'année 2019. Dans l'actualité encore, les membres du comité interparti en concertation à Conakry sur la table les questions électorales, le choix d'un opérateur en charge de la révision des listes électorales et le mode de calcul des effectifs des membres de démembrement. Le point avec Makeme Dunzo. La CENI s'engage à impliquer toutes les parties prenantes dans les différentes activités liées aux prochaines consultations électorales. Pour la 2e fois, le comité interparti fait le point sur des changements survenus dans l'achat du matériel électoral, le choix d'un opérateur de révision des listes électorales et l'installation des démembrements. L'État fournit les kits, la CENI a fait l'acquisition du logiciel de gestion du fichier électoral et la CENI recrute un opérateur technique qui va faire les opérations de révision. Donc au lieu d'un, nous partons à trois intervenants et expliquer aussi l'installation des démembrements, le mode de calcul, la répartition des différents quotas par entité, mouvance présidentielle, opposition, administration et la société civile à l'intérieur des démembrements, conformément à la nouvelle loi. Des réactions divergentes sont enregistrées au sein du comité. Le critère de choix d'un opérateur local en charge de la révision des listes électorales est vivement controversé. Avec le recul, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'à lieu et place d'un opérateur technique international, la CENI envisage elle-même de faire ce travail. La question que se pose aujourd'hui, quelle est l'expertise dont dispose la CENI, les 17 commissaires, pour faire un travail de révision sur le terrain? Avec toutes les activités dont la CENI dispose déjà, est-ce que cela peut nous permettre d'avoir réellement une révision crédible, transparente? Le fait de recruter un opérateur local a des avantages. Le premier avantage, c'est que nous allons aux élections à un délai raisonnable. Et ensuite, le second avantage, ça nous permet d'éviter l'évasion fiscale. Parce que nous recrutons un opérateur guinéen qui va reviser la liste électorale au lieu que ce soit un opérateur international, parce que l'agent va sortir du pays et ça va être dans la poste de l'étranger. Ces rencontres du comité interparti permettent à la Commission électorale nationale indépendante de partager sur l'évolution des préparatifs des élections législatives avec les différents acteurs. La participation de tous est source de transparence et de crédibilité. Lutte contre la peste des petits ruminants, la Guinée obtient 2 importants lots de vaccins. Ils sont destinés à lutter contre les maladies qui s'attaquent aux moutons et aux chèvres. C'est un don de la FAO sur financement de l'USAID. Ousmane Ba, reportage. La collaboration entre la FAO et le ministère de l'élevage porte des fruits. L'institution onusienne vient de mettre à la disposition du département 2 lots de vaccins. 500 000 doses contre la peste des petits ruminants et 100 000 doses contre le charbon bactéridien. C'est pour circonscrire ces maladies transfrontalières qui causent un taux élevé de mortalité chez les ruminants. Donc, tout cela va aider le pays à renforcer ses capacités en matière de préservation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et je crois que la Guinée est le pays qui a eu plus de vaccination. Il est bien vrai que par rapport à la Sierra Leone et le Libéria, le cheptel guinéen est beaucoup plus important. Et donc, je crois que c'est dans ce cadre que la FAO a jugé nécessaire de doter la Guinée de plus de vaccins pour que nous puissions mener
bien cette campagne. C'est vrai que ce n'est pas suffisant par rapport au cheptel, plus de 4 millions de têtes, on a 500 000 doses, mais ça permettra de contenir un peu la maladie dans une certaine mesure. La peste des petits ruminants est une maladie contagieuse qui progresse dans la sous-région. Quant au charbon bactéridien appelé anthrax chez l'homme, sa recrudescence au sein des troupeaux provoque des cas de décès chez les hommes. Nous commencerons par le séromonitoring avant la vaccination et le séromonitoring après la vaccination. Et je voudrais vous dire que la FAO a mis tous ces moyens à notre disposition pour pouvoir faire ce séromonitoring. Parce que la qualité de la vaccination, ce n'est pas le taux de couverture vaccinale, mais c'est le taux de séroconversion. Pour la distribution de ces vaccins, la Guinée doit attendre les autres pays membres du bassin du fleuve Mano qui seront également dotés en ce mois d'août par la FAO pour que la campagne de vaccination soit organisée simultanément. Dans le même registre, analyse diagnostique des chaînes d'approvisionnement des intrants agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est le sujet de réflexion d'une rencontre des consultants de la CEDEAO avec des acteurs agricoles du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et de la Guinée. C'est le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, qui anime la rencontre. Nabi Kamara. Collecter et analyser les données actualisées sur les stratégies et initiatives en cours en matière d'approvisionnement en intrants agricoles de qualité. C'est l'une des missions que la CEDEAO a assignées à ses consultants dans les pays de la sous-région. C'est justement dans la perspective de l'élaboration d'une stratégie durable pour corriger les défaillances et préserver les acquis dans ces domaines stratégiques pour le développement de nos pays. Il s'agit en fait de développer un document de vision commune pour toute la communauté afin qu'on puisse faciliter la production, la distribution et l'accès des intrants de qualité aux producteurs. Ici, les intrants concernent aussi bien les intrants pour la production végétale, notamment les semences, les engrais, les pesticides, mais aussi les intrants pour la production animale et aquacole. Ici à Conakry, le CORAF est venu s'entretenir pendant 2 jours avec les différents acteurs clés de la chaîne de valeur agricole du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Professionnels de la filière bois sur place, plusieurs hectares ont été reboisés avec des plantes à croissance rapide. Mamadou Saliouba, reportage. Au large de Conakry, l'île de Kassa apparaît comme une ceinture verte pour la capitale guinéenne. Pourtant, cette île est confrontée à l'érosion côtière et à la coupe incontrôlée du bois. Pour freiner cette agression de la nature et restaurer l'écosystème, les insulaires reçoivent les cadres du département de l'environnement et la Fédération nationale de la filière bois. Le défi est de restaurer plusieurs hectares avec des plantes à croissance rapide en faveur de la communauté. Notre objectif, c'est l'implication des communautés à la base. Alors, cette année, nous avons pensé la communauté de l'île de Kassa. Il faut aussi venir vers eux, leur motiver et leur montrer l'importance de la restauration du couvert végétal, surtout qui vivent des mangroves. Donc, alors, il faut leur expliquer et leur motiver, leur faire comprendre que si nous nous impliquons, chacun s'implique, franchement, on aura nos mangroves et nos forêts, c'est des ressources renouvelables, on peut exploiter et nous pouvons aussi les renouveler. Ce programme gouvernemental vient à point nommé la reconstruction du couvert végétal de notre pays, qui est fortement touché et endommagé. Et nous saluons cette initiative et nous sommes prêts au niveau de la mairie de Conakry, de Kaloum, d'accompagner ce programme qui est un programme fédérateur et qui est un programme qui améliorera les conditions de vie des populations de la Guinée. Dans cette île érigée en commune rurale, il y a seulement quelques années, le challenge des autorités locales est de faire de Kassa le poumon écologique de la capitale guinéenne. Une ambition qui doit lier développement communautaire et préservation de l'environnement. Pour l'atteinte des objectifs, il est évident que nous, au ministère de l'Environnement, avec les instructions de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, nous avons mis en branle un principe qui nous est cher. Et ce principe-là, c'est le principe de la transversalité. Cela voudrait dire que pour atteindre l'objectif, il faudrait impliquer toutes les parties prenantes. Au compte de la campagne de reboisement 2019, il est prévu la restauration de plus de 3000 hectares
à travers le pays. L'implication du chef de l'État a donné un élan particulier à ce vaste programme de restauration du couvert végétal. Voici à présent quelques nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à l'image avec Moussa Bangoa. L'initiative présidentielle dans le domaine du reboisement fait du chemin dans le pays. Pour accompagner les autorités dans cette mission de lutte contre le réchauffement climatique, la Fondation Hadja Kadiet Ndiaye pour la protection de l'environnement et développement durable en Guinée a procédé au reboisement de 8 hectares dans la localité de Serebade, préfecture de Boufa. Le reboisement qui doit être fait là, ça rentre non seulement dans la régulation de notre climat national. Ce reboisement, une fois les plantes qui vont être là et protégées, vont contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Dialogue constructif et participation politique pour une paix durable. À Kindia, la ville de Mangakindi Kamara, ils sont parlementaires, membres du groupe national de contact et acteurs de la société civile à prendre part à ce dialogue. Une rencontre d'échange qui permet aux participants de mieux cerner leur rôle et renforcer leurs connaissances dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Le cadre s'y prête en ce moment précis pour recadrer un peu les écarts de langage qui peuvent... La langue, la parole peut unir comme elle peut désunir. Et nous pensons que c'est bon de venir à la sagesse de ces personnalités-là pour voir qu'est-ce qui peut être dit, fait en ce moment pour que, venu le moment des consultations, l'essentiel, la paix, le développement, la stabilité de la Guinée soit au devant et préservée. Contribuer à la modernisation du système de l'état civil en Guinée et appliquer correctement les procédures d'enregistrement des faits d'état civil et statistiques vitales. Tels sont entre autres défis à relever par le gouvernement et ses partenaires. Au gouvernorat de Conakry, agents de l'état civil, de la santé et autres auxiliaires de justice renforcent leurs capacités. Vous savez, il y a eu d'abord une phase d'expérimentation pilote en région des Zérékoré. Donc aujourd'hui, les services de cette région ont affiché une performance qui invite et qui fait croire qu'avec les autres régions, la Guinée pourra atteindre le niveau de performance qui est consacré au niveau international, qui est au-delà de 85%. Comment mettre de l'ordre dans la prestation des cliniques privées du pays? La question a regroupé les médecins des deux structures sanitaires privées, à savoir la CPG et l'OLAMEL. Il s'agit pour ces médecins d'expliquer aux hommes de médias la nouvelle stratégie qu'ils comptent mettre en place pour bien réglementer le secteur de la santé en vue de soulager les patients. Nous étions là pour proposer des solutions suite à la défaillance du système sanitaire privé qui ne concerne qu'une minorité. Et alors ces solutions qui sont passées nécessairement par la réforme du système sanitaire privé, toutes les recommandations ici faites, si nous les obtenons au haut lieu, c'est-à-dire au niveau de nos autorités supérieures, nous allons travailler pour réglementer le secteur. Et puis la 6e session de la commission mixte intergouvernementale Russie-Guinée vient de se tenir à Moscou. La délégation guinéenne était conduite par la ministre de la Coopération en compagnie des représentants des départements de la coopération économique, scientifique, technique et commerciale. Les deux parties ont fait l'état des lieux quant à la mise en œuvre des projets en cours. Valérie Talimane commente ces images. C'est la 6e rencontre intergouvernementale russo-guinéenne. Cette rencontre biennale se tient cette année à Moscou après la 5e session organisée à Conakry. Le motif est de contribuer au renforcement des relations d'amitié et de coopération bilatérale.
Ici à Moscou, les 2 jours de travaux ont permis aux différentes parties de se pencher sur plusieurs axes de coopération, parmi lesquels la recherche géologique et minière, la mutualisation des infrastructures ferroviaires, mais aussi la construction du chemin de fer Conakry-Bamako via Cancan. Lors de cette rencontre mixte, 18 projets d'accord sont élaborés et paraphés notamment dans les mines avec l'exploration, l'exploitation du sous-sol, la réhabilitation de l'usine Frigia, mais aussi la restauration de la base de données géologiques. L'autre sujet abordé par les 2 parties est l'amélioration du cadre juridique et contractuel du secteur de défense. Pour le volet diplomatie, c'est l'actualisation du protocole d'accord sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et de la Guinée. Une revue sera effectuée entre les 2 États dans la coopération bilatérale et l'information mutuelle. Autre centre d'intérêt des partenaires russes, les secteurs de l'industrie, de l'hydraulique et de l'énergie, en vue de développer des centrales thermiques. Dans l'actualité sportive, avant de refermer cette édition, la coopération chinoise fait un don de plusieurs équipements pour accompagner les promoteurs sportifs et culturels guinéens. Et c'est au Palais des Sports du stade du 28 septembre que s'est déroulée la remise de ces équipements aux bénéficiaires. Abdelaziz Baldé, Daouda Tabarsila. Fruit de la coopération sino-guinéenne, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique bénéficie de plusieurs équipements sportifs et culturels. Le premier lot d'équipements est composé de maillots, des ballons de football et de basketball, des gants, des raquettes, entre autres. Le programme vise à accompagner les disciplines sportives à l'orée des Jeux africains prévus au Maroc. Une compétition au cours de laquelle la Guinée prendra part. Le sport tient une grande place dans la vie quotidienne de la population guinéenne. J'espère que ce don sera utilisé à bon escient et contribuera à renforcer davantage l'amitié traditionnelle, en particulier les échanges sportifs et culturels entre nos 2 pays. Donc nous sommes très contents parce que ça va nous permettre de doter de certaines disciplines, de certaines fédérations sportives d'équipements. Non, il y a à peu près plusieurs, vous avez vu, il y a beaucoup d'équipements. Il y a des ballons, des maillots, il y a pour le tennis de table, le tennis de champ, il y a des tapis. Il y a des tapis pour les sports de combat. Parce que vous savez, la semaine prochaine, la Guinée sera aux Jeux africains. Donc, c'est dès maintenant que nous avons commencé déjà à préparer nos athlètes. Donc, ces équipements seront mis à la disposition de ces athlètes. Et comme je l'ai dit, nous allons suivre pour que ces équipements soient utilisés à bon escient. En Chine, la culture occupe également une place importante dans la société. Aujourd'hui, avec ce geste, elle témoigne par ailleurs son attachement au rayonnement de la culture guinéenne. Des initiatives qui enchantent les promoteurs culturels. On a aussi des équipements pour les orchestres, il y a des guitares, des saxos. On a aussi eu, parce qu'il y a aussi le côté patrimoine culturel qu'on ne néglige pas, où il y a des peintres, vous savez, qui relèvent du musée national de Sandervalia, eux aussi ont eu du matériel et beaucoup de choses à donner. Avec cet appui, les relations entre la Guinée et la Chine se renforcent davantage. À date, l'Empire du Milieu promet aussi d'apporter son soutien pour la construction du Palais de la Culture, une réalisation qui tient à cœur au département de tutelle. Fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.